Hjalmar Silasvro se tient à la fenêtre d'une ferme à la périphérie d'Oulu durant la première semaine de septembre 1944, et la fenêtre tremble dans son cadre car un vent descend du nord. Il peut voir, s'il tourne la tête vers la droite, la surface grise du golfe de Botnie s'agiter sous ce même vent, et les bouleaux le long de la rive sont déjà touchés par le premier jaune pâle d'un automne précoce en Laponie. Il a une tasse de café qui refroidit sur la table derrière lui. Il a une liasse d'ordre du haut commandement finlandais qui est arrivé ce matin-là. Il a, dans les pièces de la ferme derrière lui, un état-major qui attend qu'il parle. Silasvuo est âgé de 52 ans. Ce n'est pas un homme de grande taille. Il se comporte avec l'économie d'une personne qui a appris il y a longtemps que le froid ne négocie pas, que la forêt ne négocie pas, que l'ennemi ne négocie pas, et que la seule monnaie acceptée par l'un ou l'autre est la compétence. Il a détruit 2 divisions soviétiques à Suomussalmi au cours de l'hiver de 1939. Il a encerclé et anéanti la 44e division soviétique sur la route de Rahat en janvier 1940 et a renvoyé à Moscou une colonne de 30 km d'hommes, de chevaux et de canons gelés, comme preuve de ce que la guerre de forêt finlandaise pouvait faire à une armée qui ne comprenait pas le pays dans lequel elle pénétrait. Il est le général à qui les Finlandais confient les missions qui ne peuvent pas échouer. Et la tâche qu'il a maintenant, les ordres sur la table derrière lui, l'état-major dans les pièces derrière lui, le vent qui fait trembler le cadre de la fenêtre, est la mission la plus étrange qu'un général finlandais ait reçue de toute la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu l'ordre d'attaquer les Allemands. L'alliance entre la Finlande et l'Allemagne n'avait jamais été formalisée par écrit comme une alliance. C'était là tout l'intérêt. La position de la Finlande dans la guerre à partir de juin 1941 fut appelée une cobelligérance, un mot choisi avec une précision chirurgicale pour signifier tout ce qui était utile et ne s'engager à rien de définitif. Les Finlandais n'appartenaient pas à l'Axe. Les Finlandais n'étaient pas des alliés. Les Finlandais étaient des Finlandais, menant leur propre guerre, selon leurs propres termes, pour la restitution des territoires que l'Union soviétique avait pris lors de la guerre d'hiver de 1939 à 1940, et la présence de 200 000 soldats allemands sur le sol finlandais ainsi qu'un ennemi commun à Moscou était une coïncidence de géographie et d'intérêt, non un mariage d'idéologie. Les officiers finlandais et les officiers allemands mangeaient aux mêmes tables le long du front de Carélie. La logistique finlandaise et la logistique allemande se déplaçaient sur les mêmes lignes de chemin de fer à voie étroite à travers la nature sauvage et arctique de la Laponie. Les deux armées se coordonnaient, elles coopéraient, elles s'irritaient parfois mutuellement de la manière dont les armées partageant un territoire le font toujours, mais elles n'avaient jamais été formellement liées et le gouvernement finlandais avait passé toute la guerre à maintenir un mince filet de lumière entre Helsinki et Berlin que chacun pouvait voir s'il y regardait attentivement. Les Finlandais comprirent, à partir de 1943 environ, que l'Allemagne allait perdre la guerre. Ce dont ils avaient besoin, c'était de trouver une issue avant que les murs ne s'effondrent sur eux. L'issue avait des conditions. L'Union soviétique, négociant par des intermédiaires suédois à Stockholm, présenta ses conditions pour un armistice finlandais en août 1944. Et l'une de ces conditions n'était pas une suggestion. La Finlande devait rompre tous ses liens avec l'Allemagne et devait expulser toutes les forces allemandes du territoire finlandais. Et l'expulsion devait commencer dans les 2 semaines suivant l'entrée en vigueur de l'armistice. L'armistice entra en vigueur le 4 septembre 1944. Les 2 semaines expirèrent le 15 septembre. L'armée allemande en Laponie, 200 000 hommes, plus ou moins, organisés sous le nom de 20e armée de montagne sous le commandement du général Lothar Rendulic, était loin d'être partis. À 200 km au nord de l'endroit où Silasvuo se tient à sa fenêtre tremblante, le même matin de ce même mois de septembre, un général très différent
travaille sur un ensemble de plans très différents. Lothar Randulic a 52 ans lui aussi, bien qu'il porte son âge différemment de Silas Vaux. C'est un avocat autrichien devenu soldat, un homme précis et organisé, au maintien formel et doté d'une capacité à calculer la violence qui lui avait bien servi en Yougoslavie, où il avait mené des opérations anti-partisans que les historiens décriront plus tard avec une prudente économie de jugement. Il sait que la Finlande a signé un armistice. Il en a reçu la notification de Berlin. Il n'est ni surpris ni affligé, car ses ordres, qui venaient également de Berlin, lui disaient quoi faire. Il doit déplacer son armée vers le sud-ouest, hors de Finlande, pour aller en Norvège. Il doit la déplacer délibérément. Il doit prendre tout ce qui peut être déplacé et détruire tout ce qui ne le peut pas. Il ne doit, sous aucun prétexte, se presser. Ce que Randulic comprend, ce qui le rend, au sens militaire, dangereux, c'est que la géographie de la Laponie est entièrement de son côté, et entièrement contre quiconque tente de l'arrêter. La 20e armée de montagne ne bat pas en retraite en terrain ouvert. Elle bat en retraite à travers une nature sauvage qui, dès le mois de septembre, commence déjà à geler à nouveau. Un paysage de forêts de bouleaux, de toundra subarctique, de lacs peu profonds et de rivières qui coulent rapides et noires entre leurs berges, un pays où les routes ne sont pas des routes au sens européen du terme, mais des pistes de gravier tassé et de terre compressée qui, par temps humides, se dissolvent en boue et par temps de gel, deviennent des plaques de glace bleu-gris et lors des chutes de neige deviennent invisibles. Les distances sont énormes. L'obscurité de l'automne arrive tôt et pèse lourdement. Une arrière-garde allemande de quelques centaines de soldats de montagne avec des mitrailleuses et des mortiers peut bloquer la traversée d'une rivière face à un bataillon finlandais pendant des jours, car la traversée de la rivière est le seul moyen d'avancer et la forêt de chaque côté est impraticable. Et lorsque le bataillon finlandais réussit enfin à traverser, l'arrière-garde est déjà partie, brûlant le pont suivant, minant la route suivante, préparant la position suivante à 8 km au nord. La guerre de Laponie, comme on en viendra à l'appeler, n'est pas une guerre au sens où les batailles du front de l'Est sont des guerres. Il n'y a pas d'affrontement blindé en terrain ouvert. Il n'y a pas de campagne de bombardement stratégique. Il n'y a pas d'engagement décisif où une armée détruit une autre armée. Ce qu'il y a, au contraire, c'est une poursuite brutale, glaciale, logistiquement cauchemardesque à travers l'un des paysages les plus reculés et les plus inhospitaliers d'Europe, par une armée qui doit faire sortir son ancien allié de son territoire assez rapidement pour satisfaire l'Union soviétique qui observe depuis l'Est, et une autre armée qui doit s'extraire assez lentement pour faire passer ses hommes et son matériel par les goulots d'étranglement étroits de la route de l'Arctique et se mettre en sécurité en Norvège avant que l'hiver ne ferme les cols. Et quelque part au cœur de cette poursuite, dans l'obscurité glaciale de l'automne de Laponie, il y a des destructions à une échelle que le monde extérieur à la Scandinavie a largement oubliée. L'histoire de la manière dont la Finlande et l'Allemagne en sont venues à se battre au sein du cercle arctique commence, comme la plupart des histoires de guerre nordiques, par la géographie. La Laponie n'est pas un pays, c'est un concept, c'est la partie du monde située au-dessus du cercle arctique où les arbres se font rares, où la lumière devient un souvenir en hiver et où les distances entre deux établissements humains se mesurent en temps plutôt qu'en kilomètres. En 1944, la Laponie finlandaise couvre environ 100 000 km², une superficie équivalente à celle de la Corée du Sud, et compte une population permanente d'environ 90 000 habitants, dont la plupart vivent dans la poignée de villes situées le long des rivières et de la côte, des lieux dont les noms reviendront tout au long de la campagne. Oulu, Kemi, Rovaniemi, Tornio, Ivalo, Petsamo. La 20e armée de montagne allemande est arrivée en Finlande progressivement à partir de 1941, utilisant le pays comme base de départ pour des opérations contre le port soviétique de Mourmansk sur la péninsule de Kola, le port par lequel arrivaient les convois alliés destinés à l'Union soviétique et à partir duquel, dans l'imagination stratégique allemande, la capacité de ravitailler l'armée rouge pouvait être étouffée si un effort suffisamment déterminé parvenait à couper la liaison ferroviaire vers le sud. Cet effort fut tenté
et il échoua totalement à l'automne de 1941, lorsque les forces de montagne finlandaises et allemandes, progressant vers l'est le long de la route de l'Arctique, se heurtèrent à des défenses soviétiques qu'il s'avéra impossible de briser avec les forces disponibles, et le front de Mourmansk s'enlisa dans une impasse qui n'allait pas bouger de manière significative dans un sens ou dans l'autre pendant les 3 années suivantes. La 20e armée de montagne s'enterra. Les hommes construisirent ce dont ils avaient besoin pour survivre à un hiver arctique, puis à un autre et encore un autre. En 1944, certaines de ces positions sont occupées de façon continue depuis 3 ans. Et ce ne sont plus des abris improvisés, mais des installations permanentes, des bunkers en bois finlandais et en béton armé, des dépôts de ravitaillement, des ateliers de réparation, des boulangeries, des hôpitaux. Randulic ne bat pas en retraite depuis une position de campagne. Il abandonne une infrastructure. Le haut commandement finlandais, en particulier le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, l'ancien officier de cavalerie tsariste, âgé de 77 ans, qui commande les forces armées finlandaises avec l'autorité d'un homme qui a été, par essence, le mécanisme de survie nationale de la Finlande pendant 30 ans, comprend la situation avec une froide clarté. L'armistice exige le départ des Allemands. L'Union soviétique interprétera tout retard comme une mauvaise foi finlandaise et fera payer cette mauvaise foi aux Finlandais dans les conditions de paix. Mais Mannerheim comprend également que Randulic dispose de 200 000 hommes et que la Finlande a peut-être 60 000 soldats disponibles pour les opérations dans le Nord. Et ces soldats finlandais sont, pour la plupart, des hommes épuisés qui se battent depuis 3 ans et qui sortent à peine des positions qu'ils occupaient face à l'offensive soviétique qui a brisé le front de Carélie au cours de l'été de 1944. L'offensive a coûté à la Finlande entre 40 000 et 60 000 pertes en 11 semaines. L'armée que Silas Vaux va mener vers le nord n'est pas la même armée que celle qui a détruit les divisions soviétiques à Suomussalmi. Elle est plus âgée, elle est fatiguée, et on lui demande de faire quelque chose qui n'a aucune logique militaire pure. Faire pression sans provoquer, avancer sans déclencher une bataille rangée qui serait catastrophique pour les 2 camps, escorter son ancien allié vers la frontière norvégienne avec une agressivité suffisamment visible pour satisfaire Moscou et assez de retenue pour éviter de subir tout le poids d'une armée de montagne allemande répondant à ce qu'elle pourrait interpréter comme une attaque. Les 2 semaines accordées par les conditions de l'armistice expirent sans que les Allemands aient en débougé de manière sérieuse. Il y a des négociations. Il y a des signaux et des contre-signaux. Les Finlandais envoient des messages diplomatiques au quartier général de Randulic pour suggérer des itinéraires et des calendriers. Les Allemands répondent par des expressions courtoises de compréhension et continuent de fortifier leur position. La commission d'armistice soviétique, opérant depuis Helsinki, observe chaque délai avec le soupçon que les Finlandais et les Allemands se sont arrangés entre eux et les rapports de la commission partent à Moscou. Et la pression de Moscou sur Helsinki augmente de jour en jour. Le 15 septembre 1944, Mannerheim prend la décision sur laquelle on ne peut plus revenir. Il donne l'ordre à Silas Vaux et au 3e corps d'armée finlandais d'attaquer. La première action de la guerre de Laponie est un débarquement amphibie, ce qui est la dernière chose à laquelle les Allemands s'attendent et la première chose que la situation exige. Le port de Tornio se trouve sur la frontière suédoise, à l'embouchure de la rivière Tornio, là où elle se jette dans le golfe de Bothnie, et Tornio se situe derrière les principales positions allemandes. C'est un point d'entrée qui contourne les défenses côtières que les Allemands ont préparées le long de l'accès direct depuis Oulu et place immédiatement les troupes finlandaises à cheval sur l'unique route que la 20e armée de montagne doit utiliser pour déplacer son équipement depuis le centre de la Laponie vers la Norvège. L'infanterie finlandaise, embarquée sur des navires civils dans le port d'Oulu dans la nuit du 14 septembre, traverse les eaux grises du Golfe et débarque à Tornio avant l'aube du 15 septembre. Selon les standards des opérations amphibies, Gallipoli, Dieppe, Anzio, c'est une affaire modeste.
3 bataillons, aucun soutien naval significatif. Mais Tornio est faiblement défendu et le débarquement bénéficie d'une surprise totale. Et au moment où la garnison allemande comprend ce qui est arrivé, les soldats finlandais sont dans les rues de la ville et progressent pour couper la route du nord. Ce qui suit au cours des 4 jours suivants est la seule bataille rangée sérieuse de la guerre de Laponie. Les Allemands ne peuvent pas laisser Tornio aux mains des Finlandais. Non pas parce que Tornio en soi a une importance considérable, c'est une petite ville portuaire d'environ 8000 habitants, mais parce que la route passant par Tornio est le seul itinéraire viable pour l'équipement lourd se déplaçant depuis l'Arctique finlandais vers la Norvège. Et si cette route est coupée et tenue, cet équipement est perdu. Randulik envoie des groupes de combat vers le sud pour reprendre la ville, et les Finlandais la défendent avec la férocité de soldats qui savent ce pourquoi ils se battent, c'est-à-dire la même chose pour laquelle ils se sont toujours battus, la survie de leur pays. La bataille pour Tornio dure 4 jours. Les renforts finlandais débarquent continuellement par le port à mesure que les combats se poursuivent. Les contre-attaques allemandes pénètrent dans la ville et sont repoussées. Le 19 septembre, les Allemands ont subi des pertes qu'ils ne peuvent pas remplacer pour une ville dont ils ont besoin, mais qu'ils ne peuvent pas prendre, et Randulik fait le calcul rationnel. La route par Tornio est perdue. L'équipement lourd devra être détruit ou abandonné. L'armée déplacera ce qu'elle peut déplacer par d'autres itinéraires et laissera le reste derrière elle. Tornio coûte à l'Allemagne la majeure partie de ses armes lourdes et de sa flotte de véhicules en Finlande, car le prochain itinéraire viable pour le transport lourd passe à des centaines de kilomètres plus au nord et le temps imparti pour faire passer 200 000 hommes par cet itinéraire avant que l'hiver arctique ne le ferme est déjà en train de s'épuiser. C'est à ce moment-là, à la mi-septembre 1944, alors que la bataille pour Tornio fait rage et que la route de l'Arctique commence à se remplir de colonnes de véhicules allemands faisant route vers le nord, que la guerre de Laponie devient autre chose qu'une campagne militaire. Elle devient une politique. Randulik a reçu ses ordres de Lokadugula, le haut commandement allemand, et les ordres sont explicites. À mesure que la 20e armée de montagne se retire à travers la Laponie finlandaise, elle doit priver les Finlandais qui la poursuivent de toute infrastructure utilisable. Les routes doivent être minées et dynamitées pour y créer des cratères. Les ponts doivent sauter. Les installations de communication doivent être détruites. Les voies ferrées doivent être arrachées ou rendues inutilisables. Et les villes, Rovaniemi, Ivalo, Sodankila, chaque ville d'une importance quelconque en Laponie finlandaise, doivent être brûlées, pas endommagées. Brûlées. Une destruction systématique, délibérée, totale. Cette politique porte un nom dans la doctrine militaire allemande. Verbrannt Erde, la terre brûlée. Ce que cela signifie en pratique peut être compris par ce qui arrive à Rovaniemi. Rovaniemi est la capitale administrative de la Laponie finlandaise. Elle se situe au confluent des rivières Uunasjoki et Kemijoki, au-dessus du cercle arctique, et selon les standards finlandais, c'est une ville importante. 12 000 habitants, une gare ferroviaire moderne, de grands bâtiments commerciaux, des bureaux gouvernementaux, des écoles, l'infrastructure d'un centre régional du Nord. Les Allemands l'ont utilisé comme un pôle logistique majeur tout au long de la campagne de Laponie. Leurs dépôts, leurs ateliers et leurs installations de quartier général l'avaient rendue, au fond, mieux approvisionnée et plus construite qu'elle ne l'était avant la guerre. À la fin de septembre et au début d'octobre 1944, les unités allemandes qui se retirent en passant par Rovaniemi commencent le travail systématique de destruction. Les bâtiments sont incendiés, bâtiment par bâtiment. Les installations ferroviaires sont démolies. Les ponts sur les rivières sautent. Les ingénieurs allemands, méthodiques et professionnels, progressent à travers la ville avec l'efficacité qu'ils apportent à toutes les tâches techniques. Et lorsqu'ils ont terminé, Rovaniemi a disparu à 80 ou 90%. Les historiens estiment qu'entre 4 000 et 5 000 bâtiments à travers la Laponie finlandaise sont détruits pendant le retrait allemand. Non pas lors des combats, non pas comme dommages collatéraux, mais délibérément, bâtiment par bâtiment,
par des hommes ayant reçu des ordres. La population civile de Laponie, les 90 000 Finlandais qui vivent réellement dans cette nature sauvage, évacuent depuis le mois de septembre. Mannerheim avait eu la prévoyance d'ordonner l'évacuation de la population civile de la Laponie finlandaise avant le début de la campagne, en partie parce qu'il anticipait exactement ce genre de destruction, en partie parce qu'une population civile sur la trajectoire de deux armées en conflit représente simplement des pertes humaines en sursis. Selon certains témoignages, plus de 100 000 personnes font le voyage vers le sud, des civils des villes de l'Arctique, des fermes dispersées et des éleveurs de rennes samis des hautes montagnes, se déplaçant par tous les moyens de transport disponibles, par bateau en descendant les rivières, par la route vers la côte finlandaise, beaucoup d'entre eux laissant derrière eux tout ce qu'ils possèdent, arrivant dans le sud de la Finlande avec essentiellement rien. Ce sont des réfugiés d'une guerre que leur propre gouvernement mène en leur nom, déplacés par la retraite d'un ancien allié à travers leurs propres maisons et leurs propres villages. Les maisons dans lesquelles ils reviendront, quand ils reviendront, n'existeront pas dans la plupart des cas. Les fermes seront brûlées. Les ponts seront détruits. Les puits auront été empoisonnés par endroits. Le bétail aura disparu. La terre sera minée. Silas Vuo sait que tout cela est en train de se produire. Ces unités de pointe progressent à travers les ruines de ce qui avait été des villes et trouvent des arrière-gardes allemandes qui attendent dans des positions aux avantages dévastateurs. Un nid de mitrailleuses dans un bâtiment bombardé à un passage de rivière, une position de mortier sur les hauteurs couvrant l'unique route, un canon anti-char couvrant l'accès à un pont détruit où les ingénieurs finlandais devront travailler à découvert sous le feu. La progression finlandaise ne se mesure pas en kilomètres par jour, mais en pertes par kilomètre. Chaque traversée de rivière est un problème. La Kemijoki, l'Unajoki, la Tornionjoki, la Muonionjoki, ces rivières coulent rapides et froides à l'automne et les ponts qui les enjambent ont disparu. Détruits avec la précision allemande, et les franchir à gué signifie des pertes, et les bateaux nécessaires pour la traversée ne sont pas toujours disponibles, et le froid, qui s'installe déjà vers l'hiver dans les premières semaines d'octobre, rend mortelles les opérations prolongées dans l'eau. Les ingénieurs finlandais travaillent continuellement sous le feu pour construire des ponts de pontons et des passages improvisés, et les arrière-gardes couvrant les accès leur font payer chaque mètre de pont. La poursuite s'installe dans un rythme éreintant. Les arrière-gardes allemandes, des troupes de montagne, dont beaucoup sont des vétérans de 3 années passées dans l'Arctique, des hommes qui connaissent ce pays aussi bien que tous les soldats qui y ont jamais combattu, choisissent leur position avec expertise et les tiennent assez longtemps pour permettre au gros des troupes de se déplacer vers le nord, puis se désengagent avec une efficacité éprouvée et rejoignent la position suivante. Les Finlandais poussent aussi fort qu'ils le peuvent sans s'engager de manière décisive, car l'engagement décisif est ce que Mannerheim leur a dit d'éviter. Une unité finlandaise encerclée ou détruite par une contre-attaque allemande serait une catastrophe politique aussi bien que militaire, et la pression de Moscou signifie qu'il n'y a pas de place pour les revers. La poursuite tient plus de l'art que de la science, et cet art est l'art de la pression sans engagement, d'une avance assez rapide pour satisfaire la commission d'armistice soviétique qui observe depuis Helsinki, et assez lente pour ne pas déclencher la réponse militaire totale que 200 000 soldats de montagne allemands sont théoriquement capables de fournir. La politique de la terre brûlée allemande crée des problèmes pour la poursuite qui vont au-delà de la destruction physique des infrastructures. Lorsque les routes sont pleines de cratères, que les ponts sont détruits et que les bâtiments sont brûlés, les lignes de ravitaillement pour l'avance finlandaise deviennent des problèmes d'ingénierie autant que de logistique. Les bataillons d'ingénieurs finlandais travaillent jour et nuit pour construire des ponts de remplacement, combler les cratères, déminer, essayant de maintenir le ravitaillement en mouvement à travers un paysage que les Allemands convertissent systématiquement en un obstacle. Les mines sont partout. Les ingénieurs allemands truffent les routes
les champs et les ruines des bâtiments d'énormes quantités de mines antipersonnelles et antivéhicules. Et les mines sont posées non seulement dans les endroits évidents, mais dans des endroits créatifs et mortels. Dans les ruines de bâtiments détruits où les soldats finlandais pourraient entrer pour s'abriter, dans les accès aux ponts de remplacement que les ingénieurs finlandais construisent sur les accotements des routes à côté des itinéraires principaux pleins de cratères. Les pertes finlandaises dues aux mines sont continuelles et usantes tout au long de la campagne. Le paysage devient une arme. Ce que les soldats finlandais voient, alors qu'ils se déplacent à travers les ruines de la Laponie finlandaise à l'automne de 1940 four, produit en eux une émotion qui n'est pas exactement de la rage, bien que la rage en fasse partie, et pas exactement du chagrin, bien que le chagrin en fasse partie, mais quelque chose que les documents écrits décrivent comme une sorte de fureur silencieuse et concentrée. La fureur d'hommes qui regardent leur pays se faire démanteler autour d'eux par des gens qui étaient, jusqu'à il y a 11 jours, leurs alliés de facto. Il n'y a pas de tradition dans la culture militaire finlandaise pour exprimer ce genre de choses dans les rapports officiels. Les officiers finlandais écrivent des rapports, ils notent les situations tactiques, ils énumèrent les pertes. Ce qui ressort malgré tout des rapports, de manière oblique, dans la langue de la retenue professionnelle, c'est l'accumulation de ce qu'ils voient. Village brûlé, pont détruit, mine sur la route, village brûlé, pont détruit. Randulic, observant sa propre opération depuis son quartier général, alors qu'elle progresse vers le nord, devant l'avance finlandaise, n'est pas sans satisfaction professionnelle. Le retrait se déroule essentiellement comme prévu. Ses arrière-gardes tiennent leur position pendant le temps requis et se désengagent proprement. Les Finlandais ne le rattrapent pas. L'équipement lourd perdu à Tornio représente un coût important. Mais les hommes bougent. Les dépôts de ravitaillement sont soit évacués, soit détruits. Et la poursuite finlandaise, bien que persistante, ne menace pas l'intégrité du retrait. Il fait ce qu'on lui a ordonné de faire. C'est un professionnel et la profession fonctionne. La destruction de la Laponie n'est pas, dans son calcul opérationnel, une atrocité. C'est une mesure tactique. Tout ce qui est utilisable pour un ennemi est un objectif militaire. C'est cet aspect de la guerre de Laponie qui la rend difficile à classer dans un cadre moral simple. Elle est menée entre deux armées professionnelles dont aucune n'agit de mauvaise foi selon les critères appliqués par leur chaîne de commandement respective. Le 3e corps d'armée finlandais poursuit parce qu'il le doit. La 20e armée de montagne allemande bat en retraite parce qu'elle le doit, détruisant tout sur son passage parce qu'elle en a reçu l'ordre. Les soldats de montagne allemands, sur le plan individuel, ne sont pas les troupes de choc idéologique de la SS. Ce sont des soldats qui font ce que font des soldats lorsqu'ils en reçoivent l'ordre, dans un contexte où aucun individu dans la chaîne ne ressent le plein poids de ce que produisent les ordres accumulés. Les personnes qui en perdent le prix sont les civils qui ont évacué en septembre et reviendront au printemps de 1945 pour découvrir que leurs maisons sont des cendres, que leurs villes sont des champs de ruines, que leurs ponts sont dans les rivières et que leurs routes sont minées. La campagne atteint sa phase la plus brutale en octobre et novembre, à mesure que la poursuite se déplace dans la région des hautes montagnes au nord de Rovaniemi, vers la grande région des lacs arctiques finlandais et la route qui monte vers le nord jusqu'à Ivalo et Petsamo sur l'océan Arctique. La région de Petsamo, une étroite bande de territoire finlandais donnant accès à la côte arctique et au gisement de nickel de Kolosjoki, qui avait constitué un élément important de la coopération industrielle finlando-allemande tout au long de la guerre, n'est plus, en octobre 1944, une préoccupation finlandaise. Les forces soviétiques ont déjà agi pour prendre Petsamo dans le cadre de leurs propres opérations offensives dans le nord, l'offensive Petsamo-Kirkenes, lancée le 7 octobre, qui en 10 jours détruit les positions allemandes sur la péninsule de Kola et repousse les restes du corps allemand qui assiégeait Mourmansk jusqu'en Norvège. L'offensive soviétique résout l'un des problèmes de Randulic et en crée un autre. Cela signifie que son flanc nord est soudainement exposé,
mais cela signifie également que les Soviétiques sont désormais en contact direct avec les forces allemandes, ce qui réduit la pression politique sur la Finlande pour pousser plus fort, car les Soviétiques ont leur propre part de l'arrière-garde allemande à gérer. L'offensive Petsamo-Kirkenes est une histoire en soi, une opération arctique soviétique qui couvre un territoire et une complexité logistique rivalisant avec n'importe quelle offensive de la dernière année de la guerre. Mais elle importe pour la guerre de Laponie, car elle scelle définitivement le sort de la position allemande dans le nord de la Finlande. Randulic n'a plus l'option de défendre la Laponie. Il se retire en Norvège et la seule question est de savoir quelle quantité de son armée et de son équipement parviendra à passer. La réponse, en fin de compte, est la majeure partie. La 20e armée de montagne allemande achève son retrait du territoire finlandais dans les derniers jours d'octobre et les premiers jours de novembre 1944. Elle passe en Norvège, elle atteint les positions qu'elle tiendra tout au long de l'hiver et elle le fait avec sa capacité de combat substantiellement intacte, ses pertes, dues à la poursuite finlandaise, étant plus faibles que celles de n'importe quel retrait comparable des dernières années de la guerre sur n'importe quel front européen. D'un point de vue purement militaire, le retrait allemand de Laponie est un succès professionnel. Ce qu'il laisse derrière lui n'est un succès dans aucun sens que ce mot peut contenir. Les chiffres des pertes finlandaises pour la guerre de Laponie sont estimés à environ 950 tués au combat, selon certains récits, près de 2000 blessés, et un nombre supplémentaire de victimes de mines et de blessures dues au froid que les registres ne séparent pas toujours clairement des pertes au combat. Les pertes allemandes sont plus difficiles à établir à partir des registres disponibles et les historiens estiment qu'entre 2000 et 3000 hommes ont été tués tout au long de la campagne. Ce ne sont pas de petits chiffres pour une campagne de 6 semaines sur un théâtre d'opération que le reste du monde ignorera en grande partie. Ce ne sont pas les chiffres de Stalingrad, de la poche de falaise ou de la forêt de Hurtgen. Mais les hommes sont morts de la même manière, dans le même froid. Et les morts finlandais sont enterrés dans un pays qui, en de nombreux endroits, a été brûlé tout autour de leur tombe. Le coût civil est plus difficile à quantifier. Lorsque les évacués finlandais commencent à retourner en Laponie, au printemps de 1945, ils découvrent une province qui a été systématiquement effacée. Les historiens finlandais estiment que 90% des bâtiments dans certaines zones de la Laponie ont été détruits. La ville de Rovaniemi doit être reconstruite de fond en comble. La ville reconstruite, qui existe toujours et est la capitale de la Laponie finlandaise aujourd'hui, a été conçue par l'architecte Alvar Aalto et dessinée en forme de reine, ce qui est un détail qui contient plus de tragédie que n'importe quelle statistique. Le plan en forme de reine a été dessiné parce qu'il ne restait plus rien à préserver. Les mines restent un problème pendant des années après la fin de la guerre, tuant et mutilant des agriculteurs, des enfants et des évacués de retour qui posent le pied au mauvais endroit dans le mauvais champ. Le déminage complet de la Laponie finlandaise n'est déclaré achevé qu'en 1948. La reconstruction de la Laponie prend une décennie. Le gouvernement national verse de l'argent dans la province, construisant les ponts, les routes, les maisons, les écoles et les hôpitaux que le retrait allemand a détruits. Les éleveurs de rennes Sami, dont les itinéraires de pâturage traditionnels traversèrent les terres que les Allemands ont brûlées et minées, font face à des perturbations de leur économie et de leur culture qui durent pendant une génération. Les forêts repoussent. Finalement, les bouleaux, les pins et les épicéas ne connaissent pas les guerres et reviennent de la manière dont ils reviennent toujours, indifférents à ce qui s'est passé parmi leurs racines. Les rivières coulent à nouveau propres, les villes s'élèvent, mais les gens qui vivaient dans ces villes avant l'automne de 1944, qui se souviennent de ce à quoi cela ressemblait quand c'était intact, portent l'image d'avant avec eux pour le reste de leur vie. Silasvuo passe brièvement en Norvège en novembre 1944. Une poursuite symbolique, un geste pour démontrer le caractère complet de l'expulsion des Allemands, puis ramène ses forces vers la frontière finlandaise.
Son travail est fait. La 20e armée de montagne est en Norvège. La commission d'armistice soviétique accepte, à contre-cœur, que la Finlande a rempli ses obligations. L'armistice finlando-soviétique tient. La paix, tout imparfaite et coûteuse qu'elle soit, appartient à la Finlande, ce qui veut dire que la Finlande existe, ce qui n'est pas une chose qu'une évaluation militaire sérieuse en 1940 four aurait garanti. La Finlande est le seul pays frontalier de l'Union soviétique qui sort de la Seconde Guerre mondiale en tant qu'État démocratique indépendant. Tous les autres pays de la périphérie soviétique terminent la guerre sous des gouvernements dominés par les soviétiques. Ce n'est pas le cas de la Finlande, et la guerre de Laponie, la volonté de combattre les Allemands, le calcul stratégique que Mannerheim a fait et exécuté avec une compétence impitoyable, en est une raison majeure. Randulic passe les derniers mois de la guerre à commander les forces allemandes en Hongrie, puis le groupe d'armées sud, puis le groupe d'armées Autriche, reculant toujours, couvrant toujours. Il est capturé par les forces américaines en mai 1945 et jugé à Nuremberg lors du procès du Haut Commandement pour la destruction de la Laponie et pour des atrocités en Yougoslavie. Il est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison, peine réduite en appel à 10 ans et libéré en 1951. Il vit jusqu'en 1971. Il écrit ses mémoires. Il décrit la politique de la terre brûlée en Laponie comme une nécessité militaire. Il n'a pas, selon les critères de ce que l'on appelle une nécessité militaire, en 1940 four, tout à fait tort, ce qui est en soi un commentaire sur la guerre. La guerre de Laponie se termine sans une commémoration que le monde extérieur remarque. Il n'y a pas d'équivalent du film de Nuremberg sur les camps, pas de photographie emblématique, pas de nom de bataille qui entre dans le vocabulaire culturel commun de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants de la Laponie savent ce qui s'est passé. Le gouvernement finlandais sait ce qui s'est passé. Les soldats qui y étaient savent. Mais le conflit se situe dans le fossé entre les choses dont on se souvient. Il est trop tard dans la guerre pour porter le poids stratégique de la campagne de Norvège, trop lointain et trop petit pour rivaliser avec le front de l'Est, l'offensive occidentale ou le Pacifique, trop ambigu moralement pour s'intégrer dans les récits clairs de l'héroïsme contre le mal que les grandes campagnes de la guerre proposent. Ce qui subsiste, si l'on sait où regarder, ce sont les preuves inscrites dans le paysage lui-même. La ville de Rovaniemi en Laponie ne possède aucun bâtiment ancien. Chaque structure visible aujourd'hui date d'après 1945, le centre-ville conçu par Aalto, les ponts modernes sur les rivières, l'infrastructure reconstruite d'une capitale provinciale assemblée à partir de rien dans les années qui ont suivi une guerre. L'absence d'histoire dans l'architecture est en soi une sorte d'histoire. Les mines trouvées dans les champs, les forêts et les bords de route de la Laponie finlandaise entre 1945 et 1948 sont répertoriées dans les archives militaires finlandaises. Les itinéraires d'évacuation que les civils ont empruntés vers le sud en septembre 1944 restent gravés dans la mémoire des familles qui les ont parcourus à pied. Les tombes des soldats finlandais tués au cours de la poursuite, 950, selon une estimation prudente, peut-être plus, se trouvent dans des cimetières militaires qui reçoivent la visite de personnes sachant ce qu'elles regardent. Hjalmar Silasvuo reçoit le titre de général d'infanterie après la guerre. Il meurt en 1947. Il ne vit pas assez longtemps pour voir la reconstruction de la Laponie s'achever, les ponts reconstruits, les villes renaître de la terre brûlée. Ce qu'il a laissé, c'est l'expulsion des Allemands du territoire finlandais, ce qui était ce qu'on lui demandait de faire et ce qu'il a fait, ce qui signifie que la Finlande a survécu, ce qui est la seule chose dans son bilan qui compte en fin de compte. Le froid ne négocie pas. Le pays a tenu bon. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous. Nous dénichons ces histoires oubliées chaque jour. Voici ce que je veux savoir de votre part. La politique de la terre brûlée allemande en Laponie était-elle un crime de guerre
ou entrait-elle dans le cadre des règles de la nécessité militaire telles qu'elles étaient comprises en 1944 ? Car les historiens en débattent encore, et la frontière entre les deux est plus mince que ce que l'on voudrait bien admettre. Laissez votre avis dans les commentaires et regardez cette prochaine vidéo.